Pour un ingénieur, c'est quoi le vrai problème avec un CDI en ESN? Sachant qu'un ingénieur génère pour l'ESN une somme assez importante par jour et que cette somme dépend du secteur, du poste, des années d'expérience. Prenons l'exemple d'un ingénieur full stack, avec 3-5 ans d'expérience. Le TJM se situe entre 400 et 600 euros, soit un total brut mensuel de 8 000 à 12 000 euros. Le salaire de l'ingénieur représente généralement 30 à 40% de ce TJM, donc entre 3 200 et 4 800 euros bruts. Ici, j'ai pris le 40%, qui reste assez optimiste. Pour une ESN, c'est logique. Il faut une marge suffisante pour payer charges et bénéfices, sinon pas de raison d'exister. Mais du point de vue de l'ingénieur, c'est lui qui fait tout le travail, et il ne récolte que des miettes. Des promesses souvent non tenues. Beaucoup d'ESN te vendent du rêve. On t'accompagne dans ta carrière. Tu veux te former à l'IA? On te finance ça. Tu choisis ta mission? Sinon, on t'en trouve une autre. On respecte ton temps de trajet, tes jours de télétravail, etc. Mais dans les faits, la réalité est souvent bien différente. Le gonflement des CV des ingénieurs. Pour te vendre plus cher, certains commerciaux n'hésitent pas à gonfler ton CV. Ajout de compétences que tu ne maîtrises pas. Augmentation fictive de ton nombre d'années d'expérience ou encore changement de titre, par exemple, passer de software engineer à tech lead sans justification réelle. Résultat, si l'entretien client se passe mal, c'est toi qu'on blâme, car tu n'as pas assuré, alors que tu as été mis en situation d'échec dès le départ, des entretiens avant même le début de ton contrat. Dans bien des cas, tu seras contacté avant la date officielle de ton contrat pour passer des entretiens avec des clients potentiels. L'argument? C'est pour toi, pour éviter l'intercontrat, ça nuirait à ta carrière. Mais si cela fait déjà partie de ton travail, pourquoi ces heures ne sont-elles pas rémunérées? Et si tu refuses, on peut te reprocher un manque de motivation, ce qui peut même mener à une rupture du contrat avant son démarrage. Tant mieux dans ce cas, peut-être. Mais la question reste, à qui profite ce modèle? Retour sur les coûts d'une ESN. Une ESN est soumise à de nombreux coûts qui couvrent les suivants. 1. Le loyer des locaux. Conforme, mais en forte baisse dans le cadre de l'usage du télétravail. En effet, de nombreux consultants sont soit en mission chez le client, soit en télétravail. Du coup, les locaux de l'ESN sont peu occupés, sauf pour les fonctions support. De nombreuses ESN continuent de louer des locaux de grand volume dans le but d'entretenir une bonne image, même si cela n'est pas efficace. 2. Les intercontrats. Ils représentent un coût réel pour l'ESN. Mais encore, un bon management permet de limiter la durée des périodes d'intercontrat, en organisant en amont le sourcing et en faisant de la chasse. Certaines ESN incitent à poser des jours de congé pendant l'intercontrat, donc le coût est évité. 3. Rémunération des commerciaux. Classique dans le modèle des ESN. Sauf que le consultant N a souvent assez peu de contact avec lui et ne illustre pas forcément dans L accompagnement du projet de carrière. 4. Rémunérer le temps passé à la prévente. Oui, il y a bien du travail de réponse aux appels d'offres, du sourcing, des réunions clients, mais ce travail-là est récurrent et optimisé dans bien des ESN. Modèle, fichiers recyclés, ce poste est souvent surestimé. 5. Rémunérer les formations. Cela représente un très faible part du budget réel dans bon nombre d'ESN. En pratique, on fournit des liens Udemy, on fait de la formation interne non certifiante, on promet, on ne donne jamais. C'est souvent un argument marketing bien plus que de l'opérationnel. 6. Rémunérer les fonctions support RH, finance, légal, compta, ces postes qui font tourner la boîte. Mais ces coûts sont fixes et mutualisés, donc ce poste ne justifie pas les marges sur chaque consultant. 7. Rémunérer les sous-traitants. Oui, certaines ESN travaillent avec des prestataires ou indépendants. Ce coût-là ne pèse pas directement sur les salariés en CDI, mais il aligne la marge globale. 8. Coût marketing. Souvent présent sur sites web, salons, LinkedIn Ads.
Mais leurs coûts sont plutôt légers dans les petites ESN. On est encore dans l'image, pas dans le tangible pour les salariés. 9. Afterworks et événements. Souvent mis en avant comme un avantage. Mais ce sont des coûts ponctuels et symboliques comparés à la marge dégagée. Parfois organisés hors temps de travail et non rémunérés, donc ce n'est pas forcément un avantage. 10. Alimenter le fonds de roulement, développement. Toute entreprise doit prévoir des investissements, matériel, R&D, croissance. Mais ce ne devrait pas impacter fortement la rémunération des consultants longtemps en mission. 11. Rémunérer les managers. Normal, s'ils jouent leur rôle. Mais beaucoup de consultants n'ont que très peu de suivi réel. Des managers parfois peu techniques sont perçus comme un niveau intermédiaire inutile par les ingénieurs. Solution proposée à l'ingénieur. Au regard des limites du CDI en ESN, 3 options de réussite méritent d'être envisagées. Postuler directement chez un client final. C'est pour de nombreux ingénieurs la solution rêvée. Tu n'as pas d'intermédiaire, tu emportes toute la valeur de ton travail et bâtis une relation de confiance avec le client. Cela requiert un réseau, un bon positionnement et du talent en négociation, mais c'est souvent le lieu où la valeur perçue et réelle de ton expertise est la plus forte. Le portage salarial. Tu es salarié et as droit à la sécurité sociale et à un certain nombre d'avantages, mais tu choisis tes missions, tu négocies tes tarifs et tu disposes d'une autonomie renforcée au sein d'un cadre protecteur. Le statut freelance. Tu deviens totalement indépendant. Tu définis ton TJM, diversifies tes clients, choisis tes projets mais gères tout de même la prospection, la comptabilité, etc. Ces 3 solutions permettent davantage de liberté, une meilleure reconnaissance financière et surtout une réelle valorisation de ton savoir-faire d'ingénieur.